Une autre phase de correction sur Eurodol et que comme un con, je l'ai loupé. Mais heureusement, voilà, ça corrige encore derrière. Nouvelle prise de position à l'avant sur Eurodol, ça y est, hop. Donc c'est fait, c'est pris. Et donc là, je pourrais recharger au fur et à mesure. Donc si on revient au niveau des 38.2, etc. Donc 3 positions à l'avant désormais sur Eurodollar. Soit on continue le mouvement et on part sur une vraie journée de baisse, soit on reste dans quelque chose de mitigé et de contenu comme ça a été le cas ces derniers jours. Donc moi, mon but, c'est toujours de maximiser mon profit et de faire des pertes minimes. Donc c'est sûr que ça se trouve, je laisserai qu'un seul trade, donc le trade le plus haut par exemple, si j'ai pris qu'un seul trade sur la journée, si on corrige derrière ça aurait été profitable, mais moi mon but c'est vraiment de chercher des grandes bougies comme ça, et alors là de pyramider, donc de faire un maximum de profit, puisqu'il y aurait eu plein de positions, et qu'à la fin les derniers pips rapportent le maximum. C'est l'approche sur laquelle je parie en ce moment, peut-être qu'à long terme je changerai. Pour l'instant ça se passe bien, donc j'ai pas de raison, donc je continue comme ça. Mais donc c'est sûr que ça moyenne plutôt à la baisse le point d'entrée, donc derrière si on a des corrections, on repasse beaucoup plus vite perdant que si on laissait avec des positions normales. Donc voilà. Mais c'est pas un problème. Je veux dire, tu n'as pas de stratégie de toute façon sans risque. Hein. C'est toujours qu'une question de compromis. Donc pour l'instant, ce compromis me va, donc je continue dans ce sens-là. Alors on va continuer à écouter les avis des uns des autres, notamment l'avis d'IG Markets, donc qui publie son plan quotidien. On regarde ça tout de suite. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernier point bourse de la semaine, aujourd'hui vendredi 12 avril 2012. Au programme, le titre Ingenico, les aléas du DAX ou encore le marché du... Le CAC 40 a hier poursuivi sa reprise, clôturant sur un gain de près de 1%. La récente rupture des 3365 points a toutefois dégradé la configuration graphique de moyen terme et les analystes incitent à la prudence. Un retour au contact de ce niveau pourrait en effet donner lieu à une nouvelle vague de baisse en direction des 3125 points. Certaines actions de la Bourse de Paris conservent néanmoins la faveur des investisseurs, à l'instar d'Ingenico. Le titre vient de prendre appui sur son support à 34,7 € et reste soutenu par sa moyenne mobile à 50 jours. Ces facteurs techniques plaident pour une poursuite du mouvement ascendant en direction de la résistance de 2000 à 40,8 € lors des prochaines semaines. Poursuivons avec l'indice allemand et le marché du Forex, la parité euro-dollar. Destination Francfort, maintenant le DAX a quant à lui fait preuve d'une meilleure résistance que l'indice français ces dernières semaines. Bien qu'il ait lui aussi corrigé son précédent point bas à 6610 points, est parvenu à contenir le courant vendeur et d'initier une reprise. Lors des prochaines séances, les cours pourraient retracer une partie de la baisse et revenir au contact des 7000 points. Enfin, terminons avec le marché du Forex. L'euro poursuit quant à lui son mouvement de consolidation au-dessus des 1,306 $. La pression de la moyenne mobile à 150 jours et du canal de moyen terme pourrait toutefois entraîner la rupture de ce support majeur, ce qui annoncerait un risque d'accélération baissière de la parité en direction du plus bas annuel à 1,266 $. C'est la fin de ce point bourse. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne séance. Voilà donc le point rédigé par IG Markets. Alors qu'on reprend nos graphes et que les vendeurs tentent de reprendre en main le marché, j'ai repris une position donc à la vente, on a désormais 3 micro-lots. Pour le moment les 3 positions sont positives, donc ça se passe bien. On va voir si maintenant les vendeurs sont capables de reprendre fermement le marché ou si on part sur une phase de correction, puisqu'on a cassé à la hausse la résistance oblique baissière très court terme, mais qui est très agressive, donc c'est normal qu'on la casse. Ce qui ne peut pas forcément dire que derrière on va corriger, on verra ce qu'il en est. Donc ça on a vu. Alors on va aller voir l'avis de Tilk avec son analyse quotidienne en vidéo, disponible sur son blog Trading Forex Triple Écran en blogspot.fr. Nous on est toujours vendeurs sur baissier tout au long de la journée. Sur les phases de correction, donc au niveau certainement des retracements de Fibonacci, de la dynamique baissière qu'on vient d'avoir, je reprendrai les positions à la vente. Donc je vous alerterai si c'est le cas. On regarde l'analyse donc de Tilk avec son système du triple écran. On peut retrouver les résultats de son compte en direct via MyFXBook dans la partie stratégie trading ou suivi des résultats à droite de la page d'accueil sur videobourse.fr. Alors, le temps que ça charge, une petite seconde.
Voilà, alors, est-ce que ça marche? Voilà. Bonjour et bienvenue sur tradingforex.blogspot.fr. Donc pour cette analyse du 13 avril 2012, donc en ce vendredi 13, pour ceux qui seraient superstitieux et qui croient à l'enchance ou au malheur, peu importe, on verra bien ce qu'apportera cette journée en lot de volatilité. Donc pour commencer, on va voir assez rapidement les paires que j'ai sélectionné arbitrairement ou par le système de truc l'écran. GBP-CAD, je l'ai sélectionné arbitrairement, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Euro GPI, j'ai sélectionné GBP GPI, GBP Chef, POT GPI, USD GPI, NZD GPI, CAD GPI et CHF GPI. Vous verrez pourquoi j'ai sélectionné les paires en GPI pour voir tout simplement en marteler un message qu'il y a du mouvement sur ces paires-là et qu'il risque d'avoir des choses à faire sans ce vendredi ou en début de semaine prochaine. Donc, concernant l'euro JPI, on peut commencer. Bon, hier, on voyait que le pullback n'était pas encore terminé. Là, on commence à un peu refluer à la baisse. Donc, ça pourrait être un signe précurseur comme quoi, bon, on pourrait peut-être shorter. Donc, les niveaux d'intervention qu'on pourrait avoir, c'est les 106,50 pour rentrer short, donc attendre qu'on casse franchement les 150 et rentrer sur des unités de temps à trader H4, H1, M15 aux alentours des 106,50 et shorter, mettre un peu de protection sur le dernier plus haut. Après, si on veut faire ça à la louche, on prend un ordre de short et puis après on met un stop sous les derniers plus haut. Après, les gens font comme ils veulent. Voilà, ce serait mes niveaux d'intervention. Bon, après, comme hier, les scénarios, ça peut être très bien la hausse, la baisse ou le range. Le niveau que je vais surveiller aujourd'hui, c'est les 106,50, peut-être les 107,40, donc les derniers plus hauts, parce que on les a pas trop frôlés de loin hier à 107,09, donc peut-être qu'on va peut-être s'amuser à revenir les tester aujourd'hui, on verra. Voilà, donc après, voilà ce que je pourrais dire sur cette paire, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, GBP-CAD. Pourquoi GBP-CAD? Ben, tout simplement parce qu'on a une belle englobante baissière et ça pourrait être avec un espèce de dessin, un double top là, ou plutôt surtout une résistance qui avait travaillé plus ou moins 2 fois. Donc là on a une belle englobante baissière, donc on a un beau signal de baisse court terme, donc c'est-à-dire voilà, donc peut-être, je dis bien peut-être, qu'on pourrait essayer de retracer la baisse jusqu'à ce niveau-là. Ce niveau-là, ici, c'est les 1,56,94, soit les niveaux psychologiques des 1,57,05. Prendre ses bénéfices pips avant pour éviter que le tech profit ne soit jamais touché. Mais bon, si vous êtes à 20-30 pips près et que vous faites un petit swing de 200 pips, je veux dire 150 pips, à 10 pips près, vous pouvez prendre vos bénéfices. Parce que là, ce sera un trade, certes, moi je mettrais mon stop plutôt à 50-60 pips, quoi. À mon avis, si on retrace jusque là-haut, soit on fera un double top, soit ce sera un échec de la baisse. Donc en tout cas, cette paire-là, je la prendrai en short, juste à la fin de cette analyse. Donc voilà mon scénario, la baisse. Bon, effectivement, ensuite, on peut prévoir la hausse si on casse tous les niveaux en vert, les 1,59,40 et les 1,59,90. Et sinon, c'est ce qu'on est en train de faire depuis un bon moment, du range. On met du range dans un espace assez large qui permet quand même de pouvoir prendre des positions et faire quelques petits bénéfices. J'ai un GBP JPI, j'avais pris un short hier, je me suis fait sortir parce que j'avais un stop U assez serré, mais bon, a priori là aujourd'hui on est en train de refluer, donc on va voir si le mouvement s'accompagne sur l'ensemble des paires JPI. Après, si vous voulez avoir des points d'entrée beaucoup plus précis sur ces paires là, comme je vous disais, moi je les surveille en unité de temps à trader. Là je les fais en analyse daily pour dégager juste les niveaux importants. Et voilà, gagner du temps dans mes analyses. Donc les niveaux que je surveillerai personnellement, c'est les 130, le niveau des 129 si on est gagné, le plus haut du jour, enfin, du moment ce qu'on a fait, c'est les 129,50, enfin 129,48 à 2 pips près on n'y est pas, et le niveau des 127,80. Mais bon, si on est à 127,80, c'est que ça aura bien baissé aujourd'hui. Et si vous voulez vraiment un niveau pour valider absolument la baisse, ce sera la cassure des 128,63. Pourquoi? Parce que c'est le plus bas d'hier, et si on casse le plus bas d'hier, ça veut dire qu'une dynamique baissière est en train de tout simplement s'enclencher. Donc voilà les niveaux sur lesquels j'interviendrai. Les 129,63 que je suis actuellement. Sinon après les autres niveaux à la hausse, si on voit que la semaine prochaine on casse tous ces niveaux, je serai haussier. Pour le moment on est en début d'une tendance baissière, mais cette tendance baissière n'est pas très bien établie, ou sinon le range. Ce qu'on fait sur pas mal de paires en JPI aussi en ce moment, c'était du
range GBP CHF. Bon, je l'ai sélectionné parce que avec le triple écran, mais le graphique il est pas, on va dire, très lisible. Là, on a tapé sur résistance des 1,046. On a fait une belle englobante baissière, donc on voit que ça, pas mal de gens ont pris leur bénéfice sur ce niveau-là. En plus, on avait une belle divergence, donc comme ceci, une divergence en forme ABC, donc comme quoi, avec un double top aussi ça marche. Donc on pouvait shorter ce niveau-là, parce qu'on avait un indice supplémentaire comme quoi, effectivement, une divergence nous indiquait que ça allait baisser. On avait une divergence aussi sur la force index court terme. Bon bref, on avait toute une convergence d'éléments comme quoi il fallait shorter court terme et prendre ses bénéfices hier, faire ses 50 pips de short, et enfin c'était pas grand chose 50 pips de short, mais bon là. Puis après prendre ses bénéfices. Donc là, moi, je serais quand même plutôt aussi sur cette paire, même si effectivement on est vraiment à plat. Pourquoi? Parce que si on casse les 1,46, bon, ben moi je serais aussi, je parierais bien sur un ralliement jusqu'au plus haut, ici au niveau des 1,47, soit 1,98, soit au niveau des 1,48. Sinon, on pourrait continuer à baisser, ce qui se passerait si on avait un scénario en double top qui allait jusqu'à se confirmer, ou faire comme on fait ces derniers jours du range. En tout cas, faut surveiller cette paire-là parce qu'elle range pas mal dans un range de 100 pips. À mon avis, quand ça va casser, ça sera assez violent et il y aura des pips à se faire. Que là, c'est pareil, on avait un léger range à la baisse, on a eu une cassure violente à la hausse et on a vu un beau mouvement là de 200-300 pips, donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut rechercher, des mouvements explosifs étendus de 300 pips. Si vous réussissez à capter 150-200 pips, c'est bon, vous avez fait le plus gros du travail. Donc là, ce serait exactement le même scénario que précédemment à jouer. Ensuite, AUD-JPI, que peut-on dire sur AUD-JPI? Comme toutes les paires en JPI, on est en train de corriger, là on enclenche une tendance baissière bien établie, on voit qu'on a reculé dans la zone de valeur. Là, effectivement, ça va peut-être le moment de prendre short, avec un stop de protection sous les derniers plus hauts, des derniers plus hauts pas d'aujourd'hui, mais de la dernière fois, donc un stop de 150-140 pips. Ça ferait large, mais ça éviterait de se faire sortir au moins de bruit de marché. Après, bon, l'objectif ce serait d'aller chercher au minimum de faire un ratio de 1, donc 150 pips, et après, si vous avez de la chance, 300 pips. Mais bon, ça, on verra. En tout cas, là, on a une belle étoile filante qui est en train de se dessiner, assimilée. Donc, si on veut rien faire, on attend la fin de la journée. Et le dimanche soir, on pourra shorter gaiement parce qu'on aura non seulement la zone de valeur qui nous servira d'appui, et on aura une étoile filante qui nous dit qu'il faut shorter. Et en plus, une structure aramisante. Donc, structure aramisante, étoile filante, zone de valeur. Enfin voilà, on a vraiment tous les messages pour shorter. On n'aura pas d'ambiguïté. Ce sera un très bon setup. Effectivement, il y en a qui pourront se dire ouais, mais la MACD va bientôt se fermer. MACD, c'est un indicateur de tendance fait à partir de moyenne mobile. Donc, si le prix doit baisser, bah, il baissera et la MACD ne se refermera pas. C'est pour ça que je n'utilise que la MACD que pour les divergences et pas pour les signaux donnés par ces moyennes mobiles. Donc voilà ce que je peux dire sur cette paire-là. USD-JPI, ben ça on a un peu la même histoire. Si on regarde assez rapidement, je donnerai juste des niveaux d'intervention assez rapides, soit la cassure des 80-50, soit on le teste la résistance des 81-15. Donc là vraiment on est dans un range, donc quand ça va exploser, ça va être intéressant d'intervenir en short. Donc préparez-vous soit aujourd'hui, soit au courant de la semaine prochaine. Donc moi mon scénario il est résolument baissier sur cette paire là, même s'il faut pas exclure la hausse, mais la hausse bon on la garde dans un coin de sa tête, et le range. Donc pour l'instant on est parti pour du range, mais quand on va péter ce range de même pas 70 pips à la hausse ou à la baisse, ça va être assez violent et il va falloir en être, parce que là on avait un range, un espèce de double top ou un range, on voit ça comme on veut. Donc un double top qui avait fait une belle baisse, donc même si c'était contre tendance, il était une tendance haussière, on avait quand même un beau trade short spéculatif à faire. Donc comme je disais, triple écran twist, parce que comme ça on prend tous les trades dans tous les sens, enfin tous les trades qui nous semblent le plus intéressant. Donc voilà mes niveaux d'intervention. Surveiller les 95 pour shorter à ce niveau-là, ou s'il y a cassure, prendre un long sur repli, et sinon le 80-51 qui valide définitivement le retour de la tendance baissière, parce que c'est tout simplement la cassure des derniers plus bas. NZD-JPI, cette paire je n'analyserai pas, mais je ferai juste une comparaison graphique avec les paires en JPI. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on est légèrement en tendance baissière. Voilà pourquoi depuis quelques jours je ne m'intéressais pas aux paires NZD, parce qu'on voit que c'est trop
cramoisi, ça range. Donc quand c'est comme ça, qu'on a du trading range, faut pas chercher à comprendre, c'est on dessine ses supports et ses résistances daily, c'est plus haut, c'est plus bas, les niveaux intermédiaires qui vous paraissent cohérents et intéressants, il faut intervenir uniquement sur ces niveaux-là. Là par exemple on avait une structure à ramisante haussière, on pouvait acheter dès le lendemain, donc c'est-à-dire dès hier à minuit, et bon on aurait fait un joli trade long. Pourquoi je m'intéresse pas à ces paires là, parce que c'est du trading range et pour le moment c'est pas en tendance et c'est pas clair, mais pour montrer que voilà les mouvements en JPI sont on va dire de fond, parce qu'on a que des pullbacks pour le moment sur les paires en JPI, parce qu'on a tendance baissière donc on a des replis. 4 JPI, ben un peu la même histoire. On avait cassé violemment le triangle, la trendline, on voit qu'elle ne sert à rien. Les niveaux d'intervention, c'est 82,15 et 80,26. Donc là, on voit que le large, le range, enfin, si range il y a, est beaucoup plus large. Donc, en mon avis, on interviendra sur des niveaux intermédiaires comme sur les 1,81. 1,80, pourquoi? Parce que c'est des niveaux psychologiques qui peuvent servir. Donc, tous les chiffres ronds, c'est toujours pratique. Donc attendre la cassure des 81 et attendre un pullback sur ce niveau-là ou aux alentours pour shorter, tout simplement. Donc voilà mes niveaux d'intervention sur cette paire-là. Shorter ici, si on casse les 81,15, ben prendre long, et sinon le fameux trading range qui est possible, mais sur cette paire-là, c'est pas d'alerte d'être trop le cas. On avait un trading range là qui a une compression de prix, c'est qui a cassé violemment à la baisse. Ensuite, la dernière paire, c'est la JPI, donc c'est à peu près pareil. On avait un triangle de compression des prix. Donc après, pour ceux qui sont pas convaincus, il suffit de dessiner le triangle, dessiner avec MT4 ou d'autres plateformes d'analyse technique, peu importe. Là, on avait un beau triangle qui a bien cassé. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, et on casse. Donc après, il y en a qui se demandent pourquoi je l'ai pas pris, tout simplement parce que je n'étais pas là. Il faut bien prendre des vacances. Et voilà, bon bref, on avait cassé. Tout ça pour montrer qu'on a un mouvement global de pullback sur les paires en JPI. Donc on les a toutes vues, vous pourrez toutes les voir ensuite. Et que bon, ben, le mouvement qu'il va y avoir, c'est-à-dire à la hausse ou à la baisse, si vous observez ce mouvement sur l'ensemble des paires avec le JPI, eh bien, ce sera un très très fort signal pour shorter ou passer long. Donc sur cette paire-là, si je devais intervenir, j'attendrai quantity les derniers plus hauts, ce qu'on vient de faire peut-être hier soir à 89,30 pour shorter ce niveau-là, ou sinon shorter la cassure des 87,80. Donc merci de m'avoir suivi sur tradingforex.blogspot.fr. Donc en tout on a 4 micro-lots ouverts à la vente et eh bien c'est parfait, les vendeurs reprennent le marché. Donc notre pyramide marche à merveille pour le moment pourvu que ça dure. On va attaquer les précédents plus bas ici qui étaient à 1.3122 à peu près. 1.3122 exactement. Soit on les casse, c'est excellent pour nous, soit on hésite. Donc bah, on verra ce qu'il en est. En tout cas pour le moment c'est parfait, c'est une belle après-midi. Et bah, dans 30 minutes on aura... Alors ça pue l'arnaque, c'est quoi ce beans là? Voilà. Donc oui, on va voir si on parvient à casser les précédents plus bas. Donc a priori il y a de l'inquiétude et les marchés actions dégringolent, donc l'euro reste l'actif à aujourd'hui, mais dans l'ensemble là cet après-midi ça bouge pas des masses alors que les marchés US vont ouvrir dans 15 minutes maintenant. Du côté du DAX et même des marchés actions en général. Si on a un coup d'œil du côté du pétrole, ça baisse un peu là à court terme, mais si on était sur une journée même plutôt haussière, hésitante plutôt baissière, pardon. Donc voilà, ça bouge pas des masses non plus. Donc Eurodoll
est assez volatile. L'or part à la baisse aussi. Alors nous on est acheteur long terme, donc ça c'est pas bon. Pour l'instant le point pivot joue son rôle et il n'y a pas de grosse accélération sur l'or. Là on peine à casser les précédents plus bas, donc on pourrait partir sur un double bottom éventuellement sur l'eurodoll, donc on s'en méfiera. Les monobies exponentiels toujours clairement orientés à la baisse. Alors, on va aller voir les avis des uns des autres. N'hésitez pas à indiquer si vous avez des positions en cours, des analyses, etc. Alors, vous l'avez testé cette paire, vous en pensez quoi? Alors, non, j'ai pas testé ton robot, mais j'ai acheté un coup d'œil Evan tout à l'heure après l'émission. Alors, ça, on avait vu. Pour ça que j'aime beaucoup la tendance. Tu as mis sur ton site la modif. Non, mais je viens de te donner les paramètres. Excès si tu veux, merci c'est noté, sensiblement pareil, sauf que c'est moins le bordel sur le graphe. Combien de temps que tu trades en réel? Depuis 2008, disait Karim. Quel t'as fait ton métier? Il a pris des cours de diction, tilk, incroyable, on ne reconnaît presque plus. Mon métier, c'est chômeur techniquement, vicieusement, c'est mon boulot quotidien. Viens, on crée un fonds d'investissement pour chômeurs et mec au RSA, disait bébé, je commence depuis peu. Je donne un an pour faire mon job aussi. Après, le problème, c'est qu'en trading, soit on a les capitaux dès le début, et donc à ce moment-là, on a juste besoin de la technique et de l'expérience. Par contre, si on n'a pas les capitaux, ben, en plus de savoir le métier, il faut faire de l'argent avant. Puisqu'on en cherche un rendement raisonnable, qui peut être par exemple... personnellement, j'ai dit 5 à 6%, mais c'est déjà énorme. Hein, donc un rendement raisonnable serait 2-3% par mois. C'est déjà excellent, hein, si tu fais ça tous les mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Eh bien, voilà, il faut quoi, 100 000, 200 000 euros, donc c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. En plus en France avec les impôts et tout c'est vraiment très compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même de vivre uniquement du trading. Je commence depuis peu, je me donne 1 an pour en faire mon métier. Arrives-tu à en vivre? Ce que je compte en faire d'ici 2 ans. Le capital de départ c'était 1500 $, j'ai commencé avec la même capital, mais 75% de drawdown, disait bébé. Voilà, donc c'est beaucoup. J'ai une plaisanterie, 0 sans être briseur. Alors, vous l'avez testé, cet expert s'en avait vu. J'en vis pas, il faudrait 100K pour être bien et couvrir les pauvres mois à 1 ou 2%. Oui, tout à fait, ouais, 100 000 euros, pardon, oui, c'est une bonne somme pour en vivre. 50 000 euros, ça commence à être possible, mais c'est pas non plus la grande vie, je pense. 100 000 euros, ça commence à être pas mal en effet. L'écran noir. Ah! Alors, est-ce qu'il y a toujours l'écran noir ou est-ce que c'est revenu? Voilà, Fab fait un live, il devait pas aller chez Perceval. Non, c'est le 23 avril, lol. Les portes ouvertes de chez Perceval. Donc, il y a le temps encore. Hein. Karim qui disait tous les mêmes encouragements également. C'est le 23 avril. T'as un plan strict, Karim, où tu laisses une marge de manœuvre. Pourquoi ça monte? Disait LOL. Tu parles de quoi? Quel actif? Il disait moi oui, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas, les résultats sont en hausse, mais il y a un truc, je sais pas quoi. Joli, tu as acheté à combien? Le FMI a vu. Fab, vis-tu du trading? Non, GL, pas du tout. Depuis mes débuts en trading, je suis perdant de entre 20 000 et 25 000 euros. Là, je suis positif depuis 2 mois, pardon. Avec un faible capital et j'en vis pas. Je vis de vidéo bourse pour le moment et des revenus publicitaires. Mais mon but c'est bien d'être trader à mon compte et que ce soit mon activité principale. Pour l'instant c'est pas possible, donc voilà. Je suis long sur le pétrole, disait bébé, en me donnant un lien. Merci bébé, on va aller regarder ça. Donc bébé qui est acheteur sur le pétrole, alors on va aller voir sur quels critères il est rentré. Bah si tu peux le préciser. Donc c'est quoi? C'est un retour au sein à l'intérieur des bandes de boulanger après avoir eu une petite accélération baissière, on repasse dedans, c'est ça? Ou c'est simplement ça ou c'est autre chose, bébé? Alors Phil qui nous laisse un lien. Contrat à terme sur la dette française, pas un bon signal.
comme spéculatif, a déclaré jeudi à l'AFP le président de l'autorité des marchés financiers, Jean-Pierre Jouyet. Il est vrai que ce produit risque d'être considéré comme spéculatif et que, dans le contexte actuel, ce n'est pas un bon signal qui est donné. Attention toutefois aux amalgames, ce signal provient d'une entreprise privée allemande et non pas des autorités allemandes. Ce produit sur la dette française sera lancé lundi 16 avril, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle en France, par Eurex, spécialiste des produits dérivés et filiale du groupe boursier allemand Deutsche Börse. Le contrat permettra d'acheter ou de vendre des obligations de long terme à la France à un prix fixé à l'avance pour un règlement effectif à une date ultérieure. Pour de nombreux acteurs de marché, et peut le rendre en conséquence plus attractif à leurs yeux. L'avantage de ce produit est qu'il est plus transparent et mieux contrôlé que les CDS, contrats d'assurance contre le risque de faillite, sur les dettes souveraines qui sont pour l'instant échangées de gré à gré de façon opaque. D'ailleurs, nous pourrons surveiller les transactions, a toutefois noté M. Jouyet. Le président du gendarme boursier français a aussi réagi à la mise en cause d'Europe Écologie Les Verts, qui avait fustigé quelques heures plus tôt l'autorisation par l'AMF de ce qui était présenté comme un nouvel outil spéculatif. L'AMF ne peut ni autoriser ni refuser ce produit, cela ne relève pas de son champ de compétences, c'est une initiative commerciale provenant d'Eurex, qui est une entreprise privée allemande. L'ex-secrétaire d'État aux affaires européennes, qui est proche du candidat socialiste François Hollande, a rappelé avoir plaidé à la suite de Pascal Canfin, député européen d'Europe Écologie Les Verts, pour qu'il y ait un secrétaire d'État à la régulation financière dans le prochain gouvernement. Ce type de cas l'illustre bien. Un responsable politique avec suffisamment de poids aurait pu expliquer en l'occurrence à nos amis allemands ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire sur le plan politique dans un contexte électoral. Voilà ce que l'on pouvait lire donc sur le site Romandie à propos de ces produits dérivés. Alors là, le double bottom semble se dessiner, même si ça reste à confirmer. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc on parle du pétrole là, je crois. Et puis aussi une analyse fondamentale demain, réunion sur l'Iran. Un peu de tension géopolitique que je prévois pour ce week-end. Donc ça peut aussi tirer à la baisse les marchés. Donc dans le cas de notre position à la vente sur l'euro-dollar, l'euro étant un actif à risque, et le dollar valeur refuge, c'est plutôt intéressant. Alors un autre article, a priori intéressant, qui nous a été partagé sur le chat, je vous le lis. Voilà, toujours sur ce nouvel instrument financier, pour spéculer sur la dette française, est-il dangereux? Donc il y a Marc Fiorentino qui donnait son avis, on va écouter ça tout de suite. On continue. Donc, à partir... Bonjour Marc. Bonjour camarade. À partir du 16 avril... Eh oui, on a lu du Jean Jaurès tout à l'heure. Hein. À partir du 16 avril... Et Mélenchon est à 14%, donc il faut s'y habituer maintenant. Tout le monde pourra spéculer sur la dette française. C'est une annonce qui est passée relativement inaperçue, et c'est le journal Les Échos qui l'a noté le 16 avril. Soit, quelle coïncidence, une semaine avant le premier tour des élections françaises, un marché de dérivés, un des plus gros marchés, l'Eurex, va ouvrir un contrat à terme sur les emprunts d'État français. Alors qu'est-ce que ça veut dire très simplement? Eh bien jusqu'à présent, si vous vouliez spéculer contre la dette française, vous n'aviez que deux moyens. Acheter des CDS, vous savez, ces fameux contrats d'assurance contre la faillite, ou vendre à découvert des emprunts d'État français. Autant vous dire que c'était quasiment impossible. C'était des moyens qui étaient destinés aux grandes institutions financières et aux gros fonds spéculatifs qui nécessitaient de très gros moyens. Donc ça veut dire que là, ce sera plus facile, Marc. Tout le monde, ou presque, vous, moi, pourra acheter ou vendre à découvert des emprunts d'État français facilement. Et en plus, avec un effet de levier de 20. C'est-à-dire qu'avec 50 000 € seulement, vous pourrez vendre à découvert 1 million d'euros d'emprunts d'État français. C'est tout simplement l'arme fatale, l'arme idéale pour attaquer la France. Cela fait, je dois le rappeler, plus de 13 ans
qu'avec la disparition du Matif, le marché à terme des instruments financiers, on ne pouvait plus spéculer contre la France aussi facilement. Ça veut dire que la perfide Albion prépare la grande attaque que vous nous prévoyez et qui suivra le second tour, Marc. Non, absolument pas. On va dire simplement pour vous faire plaisir, Stéphane, que c'est une simple coïncidence, que c'est un hasard si quelques jours avant les élections françaises, les spéculateurs du monde entier se dotent d'une arme fatale bon marché et à fort effet de levier pour s'attaquer à la dette française. Rassurez-vous, il n'y a pas de complot, dormez tranquille, il ne se passera rien. C'est dingue cette histoire, Marc. C'est dingue, fou. hein, dingue. Marc Fiorentino, monfinancier.com. Donc voilà le point, on l'avait déjà entendu sur cette émission, de Marc Fiorentino. Là, qui disait euro niveau sterling, il y a un support qui menace de casser. Merci Fab, bon week-end à tous. Bah écoute, pas de problème GL. C'est une prise d'otage du marché avant l'élection, on est même plus libre de voter. Alors ça on avait vu, alors on va toujours aller chercher de l'information. À droite, à gauche, il y avait une analyse de TradingGo qui avait été publiée aujourd'hui, donc on va la regarder, toujours très intéressante, avec les figures harmoniques. On regarde l'analyse donc de TradingGo. Bonsoir à tous, voici une vidéo sur l'or et l'argent contre le dollar. Tout d'abord en graphique 1 heure pour l'or. Nous retrouvons avec une figure vendeuse en X, A, B, C, D. C'est un BAT, chauve-souris vendeuse, 0,8862. Donc on a fait un retracement à 0,618 du mouvement XA. Ensuite on a fait 50% de retracement. Une extension à 2% Fibonacci, conjuguée au niveau 0,886 Fibonacci. Donc ça c'est joli, on l'enlève. J'ai pris une vente, voilà, short 1676. Stop au-dessus du dernier plus haut. Si on regarde en journalier, on est au-dessus d'une moyenne mobile importante. Il faut voir si on vient chercher les 1685 sur la moyenne mobile du dessus, la MVA 150, voir la Bollinger supérieure. Bon là c'est clairement c'est haussier, on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M12, de la M7, donc faut être prudent. Par contre quand vous voyez en hebdomadaire on est juste au-dessus de la M20, bon, faut voir ce que ça donne. N'importe comment, quand vous regardez le graphique, voilà, là on avait une figure acheteuse, on a eu un rebond de 70 $. Là on a marqué le BAT 0,886 2%. Donc faut voir ce que ça donne. Par contre sur le silver, on a une figure en X, A, B, C, D, c'est-à-dire c'est un 121 pattern. Pattern. 121 pattern bear, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte de double bottom. Ensuite on fait une extension à 1,13 Fibonacci. C'est la même configuration qu'on a eu ici finalement, alors que là c'est en journalier. On a fait X, A, B, C en double bottom. Ensuite on a fait 1,13% Fibonacci d'extension du dernier sommet, du moins de ce creux entre le bas et le haut, 1,13% Fibonacci, et on est reparti à la baisse. On a la même figure en journalier, en 2 heures, pardon. Faut voir ce que ça donne sur ces niveaux-là. Si on vient aller chercher les 33, dans ce cas-là, on passera sur un bat bearish à 0,886. L'extension je m'en souviens plus. Si on monte 2% peut-être, on va essayer
2%. Peut-être un 618. Bon voilà, la zone est 32,80, 32,90, 33. Si vous prenez en journalier, vous avez le grand canal baissier de moyen long terme. Si vous regardez à combien il est ce canal, vous l'avez à 32,85. Soit on vient le chercher aujourd'hui, 12 avril, soit on vient le chercher le 13. C'est intéressant de voir aussi si on ne va pas chercher la moyenne mobile 165 jours, conjugué à la Bollinger supérieure. On est toujours dans ce range, vous voyez ici, on est venu bloquer à plusieurs reprises, en support, en résistance. À ce niveau-là servi de support pendant un moment, il fait maintenant résistance. On a eu un support, un joli support sur les 31,40. Maintenant il faut voir si on vient chercher le haut de ce range, conjugué à la Bollinger supérieure, la moyenne mobile 165 jours, plus le niveau horizontal, pour voir ce que ça donne. Par curiosité, on va regarder s'il n'y a pas un Fibonacci qui tombe sur ce niveau-là. Peut-être le 0,236. Non, même pas. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Je voudrais juste revenir sur cette figure vendeuse, enfin, une figure acheteuse, pardon. AB égale CD, c'est-à-dire qu'on a un point D pour acheter. Grosso modo, la figure on fait 0,618 de retracement de AB. Et ensuite vous faites l'inverse de 0,618, c'est-à-dire 1,618. Et on va chercher nos 19 $ tant attendu. Une chose, c'est que le AB égale CD, alors je l'ai déjà dit mais je me répète, je le voyais en AB égale CD idéal pour le temps, c'est-à-dire qu'on aurait été chercher le point bas plus vite que prévu. Enfin, du moins au début je le voyais comme ça. Maintenant c'est un peu plus long que prévu. C'est-à-dire qu'ici on a fait 24 clôtures. AB égale 24 clôtures. Si cette figure se fait en 1,618 du temps, du prix et du temps, alors 24 fois 1,618, vous regardez quelque chose de très simple. Alors, faites 24 fois 1,618 pour trouver le temps de notre figure. 38, on va arrondir à 39. Vous prenez votre réglette et vous calculez combien de clôtures ça fait. 39. Et ça tombe le 20 avril. Le 20 avril, bon, il faut enlever les week-ends et compter tous les week-ends. En fait, ça me fait tomber le 24 avril. Alors, le 24 avril, chose intéressante. Le 24 avril. Si vous regardez votre calendrier pour le 24 avril, rien à l'horizon. Par contre, le 25, le FOMC. Donc là, il faudra surveiller parce que sur ces dates-là, on risque d'avoir des jolis mouvements. On va regarder aussi également. Alors, vous regardez également le 25 avril sur le COMEX, on a le Silver avec les options qui expirent pour passer sur le mois de mai. Donc ça nous fait le FOMC, ça nous fait l'expiration des contrats, ça fait déjà pas mal. On va regarder encore autre chose, la cerise sur le gâteau. Alors, cerise sur le gâteau dans la table de Gann. Point de départ 37 le 29 février. On
on fait marche arrière, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 $. Ça nous fait ça quand? Le 24 avril, dans l'alignement. Voilà, ça c'est joli aussi. Même mieux. Voilà, en fait c'est 37,50. On fait un 19,50 le 24 avril. Donc ça fait pas mal d'éléments qui se regroupent. Donc à surveiller. Simplement. Donc voilà pour la figure AB égale CD, c'est-à-dire qu'on tombe pour le 24 avril. Le lendemain on a le FOMC. Donc on peut faire ça, ça tient toujours. Hein. Alors moi ce que je vois, c'est que bon, mais quand il y a des cours qui montent, ben, on s'enflamme vite. Je vois des personnes acheter. Franchement, faites comme vous voulez, que chacun se sente libre. Maintenant, vous savez à quoi vous attendre. Ça fait un moment qu'on en parle. Alors c'est vrai que ça peut paraître long, ben oui, mais, c'est comme ça, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience. Cette descente a été la plus longue de toutes. Pourquoi, comment, bien ça, c'est comme ça. Et le marché ne fait jamais pareil, ça serait trop facile. En attendant, il faut voir si on a une réaction sur ce haut de canal. Et puis après, on peut aller chercher notre objectif dont on vient de parler. Donc en résumé, vous avez un point de vente, vous avez votre feuille de route avec la date, un prix de gagne, une date de gagne, un événement clé, le FOMC, l'expiration des contrats. Si avec tout ça on n'y arrive pas, ben après je prends des vacances. Voilà. Une bonne soirée. Bon courage aux acheteurs, hein, ironiquement. A bientôt, on se retrouve en bas. Une bonne soirée et à bientôt. Voilà donc le point réalisé par Tradingo qui a le mérite de se mouiller c'est de très bonnes analyses en plus, hein, vraiment, pour complète, etc. par rapport aux figures harmoniques. Alors là sur Eurodoll on a clairement accéléré à la baisse, on a cassé les précédents plus bas. On va garder l'ancien support parce qu'il peut jouer un rôle de résistance, c'est parfois le cas. Donc on a des plus hauts de plus en plus bas. Voilà, ici, plus bas de plus en plus bas, donc on est vraiment dans le sens de la dynamique, c'est bien, on en a bien profité, on a quasiment pris tout le mouvement, donc c'est excellent. Là en intraday, on est largement positif, donc on est à 10 € en fait de profit, puisqu'on a 10 € de perte sur la position moyen terme sur l'or. C'est pour ça qu'on est on aura une nouvelle par rapport à l'économie américaine, donc on suivra ça attentivement. Donc qu'est-ce que c'est que cette nouvelle qui va tomber dans 15 minutes? Je vous dis ça tout de suite. Alors que là sur Eurodoll on est au contact du S1, donc du support 1 calculé à partir du point pivot qui est à 1.3160. Le S1 il est à 1.3108. 31 ce sera un chiffre rond, donc peut-être un seuil important et délicat à franchir. En H1, si on prend les plus hauts et plus bas du dernier mouvement de hausse qu'on a eu, on va voir combien on corrige. On corrige presque 61,8%. Donc on va voir ce que ça donne. Au contact de cette zone importante, les 61,8, c'est soit on la casse, soit on rebondit dessus. Donc on verra ce qu'il en est. Dans son jeu, quoi, hein. Donc reprendre des shorts sur phase de correction et appliquer strictement la stratégie, essayer de comprendre ce qui mène le marché, faire attention aux news qui vont tomber. Alors justement la prochaine nouvelle qui va tomber ce sera à 15h55 relatif économie américaine. On aura donc Michigan Sentiment. Alors qu'est-ce que c'est que le Michigan Sentiment? Eh bien c'est un indice de consommation aux États-Unis qui mesure le niveau de confiance des consommateurs dans l'activité économique. C'est un indicateur avancé car il permet de prédire les dépenses de consommation, ce qui a un rôle majeur dans l'activité économique globale. Cet indice est synthétisé après une enquête auprès d'environ 500 consommateurs.
Un indicateur plus élevé que prévu pourrait être traduit comme positif et haussier pour le dollar, alors qu'un indicateur plus bas que prévu pourrait être traduit comme négatif et baissier pour le dollar. Donc c'était, voilà. On aura également les prévisions de l'inflation au Michigan. Donc ça pourra avoir un impact, donc ça sera à regarder. Mais ce soir, ce qu'on attendra surtout sera le discours de Ben Bernanke à 19h. Je ne sais pas si on sera encore ensemble, mais en tout cas, il faudra surveiller ça attentivement. Là, on a une zone d'accumulation sur Eurodoll, donc pour le moment, rien à faire. Une opposition ouverte, 4 micro-lots à la vente sur Eurodoll, on laisse courir. Alors, plusieurs réactions. Alors, ça on avait vu. Ça on avait vu. Alors, support, menace de casser, ok. Alors, salut FXR. Bah oui, ça va très bien, et toi? T'es nouveau par ici? Alors, un lien qui a été mis par fil, un lien qui ne marche pas. Si tu peux le remettre, le fil, pardon, le lien que tu avais mis là. Ah oui, d'accord, tu l'as mis derrière. Donc, AppyDM Cloud. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, non, c'était pour Dailymotion, d'accord. Jean-Luc Mélenchon annonce le temps des tempêtes financières, on écoute ça. Lundi prochain, 16 avril, se met en place un nouvel instrument de dictature financière qui est un marché à terme sur les titres de la dette française. Ça veut dire que nous avons un étau de plus autour de la gorge. La vraie question est la suivante. Qui a une stratégie pour affronter la finance et qui n'en a pas? Ceux qui croient qu'on va continuer la politique à la papa, plan-plan, tranquillou, à faire des petites économies recommandées par monsieur Langlais et que chaque jour qui se lèvera, en se serrant à la ceinture un peu plus, en faisant baisser le coût du travail, blablabla et toutes ces sornettes qui nous mènent au désastre, la France, tout d'un coup, finira par s'en sortir. Je vous dis que ce n'est pas vrai. Nous entrons dans la saison des tempêtes. Et il faut donc du caractère. François Hollande dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Vous dites la même chose. Bravo. Et donc, nous allons voir comment nous allons le faire. Mais il ne suffit pas de le dire. Mais attendez, chaque fois, monsieur Damias, je ne veux pas tourner autour du pot, chaque fois qu'il prend une bonne idée, dans mon programme, j'applaudis des deux mains et je lui dis je te donne tout le programme. Je veux bien qu'il me passe devant et qu'il prenne mon programme, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est les idées. Attendez, il faut répondre à cette question. Voilà donc le point réalisé, enfin c'est pas un point, c'est Mélenchon qui parlait de la crise. Enfin le truc qui va tomber le 16 avril, juste avant les élections, donc le nouveau produit dérivé qui permettra de spéculer sur la dette française. Evan nous dit il change jamais de costume, mais je l'aime bien Mélenchon, RGVP. Donc là, qui nous laissait un lien vers un graphique sur euro, livre sterling. Donc voilà ce que l'on a. Donc de l'hésitation, des peu de plus en plus bas, des peu de plus en plus bas. Un RSI à 42. Donc toi, ça te motive à prendre... Ah oui, non, pour toi, donc on a une zone de support importante et donc on peut avoir un rebond. Donc tu prends éventuellement long sur cassure de la résistance oblique baissière. Est-ce que c'est ça, LOL C'était qui? C'était oui, LOL, ou est-ce que c'est autre chose que tu voulais montrer? Alors que là, on a une phase de correction sur Eurodoll, donc ce sera peut-être l'occasion de rentrer de nouveau à la vente. On dirait un triangle baissier. Phil qui disait ce nouvel instrument financier baptisé FOAT et qui va être mis en place le 16 avril prochain par une sorte de place boursière nommée Eurex permettra d'acheter ou revendre des contrats par lesquels un investisseur s'engage à acheter ou revendre de la dette française. Oui, c'est un futur sur les OAT, mais je pense que ça va surtout servir à se couvrir sur un problème français. Le truc, c'est qu'on peut voir ça comme un manque de confiance sur la dette française. Voici le compteur de la dette publique française, alors merci pour le lien. Alors que là on va pouvoir reprendre short bientôt. Allez, ça y est, nouveau short sur Eurodoll. Donc on a 5 micro-lots désormais à la vente sur Eurodollar. On peut enlever notre position en attente et pas de stop loss, ça sert plus parce que de toute façon on s'en sortit bien avant. Si jamais ça se retourne trop brusquement. Là ça on avait vu. Voici quoi ça en a vu. Mais oui, effectivement, on peut voir aussi ça comme une arme politique. Les Allemands pourront jouer de ça dans les négociations sur les bons européens. Briseur qui disait, il est pourri le compteur de la France. Alors, lafranceforte.fr, donc c'est le site de la campagne de Sarkozy. Alors pourquoi tu nous montres ça? Créez votre compte, abonnez-vous à la newsletter. La lettre de Nicolas Sarkozy au gouvernement français. Que la voilà, donc ça on avait vu.
truc que je veux voir comme... Ça on avait vu. Tiens, voilà un compteur qui ressemble à quelque chose. Alors Breezer qui nous donne le lien vers l'horloge de la dette américaine. Pour conclure, on est vraiment dans la merde, désolé d'être grossier, mais c'est comme ça. Là, qui disait oui, moi je suis en attente de short sur euro, livre sterling, je trouve la livre plus solide. Très bien. Donc tu attends la cassure du support, d'accord. Que pensez-vous de eForex? Alors on en a déjà parlé, mais moi personnellement, eForex, je pense pas que ce soit un bon broker. En tout cas, ils ont déjà eu des problèmes, après ils sont régulés. Donc, chacun son point de vue. Alors on va écouter un peu d'informations d'ordre fondamental, on va écouter BFM, voir ce qui se dit. Et comprendre un peu les tenants aboutissants du marché avec une belle baisse sur l'euro-dollar. On va aller voir si ça se répercute également sur les autres marchés. Ce matin en Chine, un géant des services informatiques, ça s'est plutôt mal passé. Ça affecte d'ailleurs un petit peu Capgemini, la bourse de Paris. Et puis on a eu un autre son de cloche un peu différent de la part de SAP. Bon, le titre évolue en baisse actuellement à la bourse de Francfort, le géant allemand des logiciels professionnels qui a publié donc ses résultats, qui rate le consensus, mais qui confirme quand même ses perspectives sur l'année, Aurélien. Et le titre SAP qui s'est un petit peu retourné, mais il a évolué en hausse à l'annonce de ses résultats. SAP déçoit au premier trimestre, notamment sur ses ventes de licences. C'est une source de revenus stable pour un groupe comme ce spécialiste allemand des progiciels. Donc ces ventes de licences, elles se chiffrent à 637 millions d'euros au premier trimestre. Le consensus Dow Jones lui tablait sur 688 millions d'euros. Mais pour l'ensemble de l'année, SAP reste confiant. Il table sur une croissance comprise entre 15 et 20% pour son chiffre d'affaires dans les logiciels, tout ça à taux de change constant. Et puis le groupe l'observe, le deuxième trimestre, donc le trimestre actuel commence fort. SAP d'ailleurs est en train de marquer des points dans la partie service. La demande est particulièrement forte dans les logiciels pour téléphone portable. SAP a d'ailleurs dévoilé un plan de 380 millions d'euros dans ce domaine, notamment pour damer le pion au géant américain Oracle. Bref, dans son discours et dans ses chiffres, SAP donne au marché toutes les raisons de penser que le premier trimestre ne sera peut-être qu'une légère inflexion. Voilà donc Aurélie Boris sur SAP, l'une des valeurs à suivre aujourd'hui en Europe. L'Europe a la peine encore pour achever la semaine à 4h-10. L'indice CAC perd 1,7%, 3212. Et tout est venu de cette déception. C'était tôt ce matin, vers 4h du matin de mémoire, sur le PIB chinois du premier trimestre. On en parle donc dans une minute avec un analyste, un pays émergent chez Anderson Global Investors en direct de Londres. Vous êtes sur BFM Business. Et les pertes qui se sont un peu accélérées sur le CAC depuis l'ouverture de Wall Street. On est sur ce seuil des 3200 points, un socle qui semble tenir pour l'instant, 3210 points environ pour le CAC, en baisse d'1,8%. On est plombé par le secteur financier. La Générale en tête qui recule de 4%, 18,10 €. BNP Paribas, moins 4% également, 30,80 €. Lafarge vient ensuite, moins 3,5%, 31,30 €. Capgemini, moins 3,3% à 30,45 €. Et puis l'automobile, la Peugeot qui recule de 3,4%. Actuellement, baisse un petit peu moins marquée pour Renault. On vous rappelle ces sources citées par Reuters qui indiquent que Renault a signé son protocole d'accord avec le chinois Dongfeng pour créer une coentreprise sur place en Chine et produire bien sûr des véhicules, dont un véhicule électrique et un 4x4. A priori, voilà ce qui serait dans les tuyaux. Donc entre Renault et Dongfeng, son partenaire, le titre Renault recule de 2,5% à 36,44 €. Et puis du côté des valeurs en hausse, et bien sûr le CAC, c'est assez rapide, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir les résultats et la performance boursière de L'Oréal. Oui, L'Oréal qui même en Europe nous a réservé de bonnes surprises ce matin. Retour à la croissance, attention quand même à la valeur qui s'effrite évidemment, rattrapée par la tendance générale, plus 0,9%, 91,91 €. C'est peut-être l'occasion d'entrer justement pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, puisque UBS vise maintenant plus de 100 € et JP Morgan 108 € sur la valeur L'Oréal. Le CAC au plus bas du jour, 3208 avec le décrochage des banques. Crédit Agricole moins 3,5, sous 4 €. BNPP moins 4. Et Soggen aussi qui perd plus de 4% à pratiquement 18 €. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. La tendance générale, l'Asie, les émergents en particulier, de tout cela on en parle avec Vincent Houdeville en direct de Londres. Vincent Houdeville, bonjour.
Bonjour. Vous êtes analyste spécialisé sur les pays émergents pour Anderson Global Investors. Merci donc d'être avec nous dans Intégral Bourse aujourd'hui en direct sur BFM Business. Avant de parler effectivement de certains émergents comme le Brésil, de la situation aussi en Europe, pas fameuse, pas reluisante actuellement. La Chine, tout est parti de là hier. On s'était retourné grâce à une rumeur qui indiquait qu'on attendait un PIB en hausse de 9% en glissement annuel. Patatras ce matin, c'est quasiment 8, 8.1. Ce qui est marrant, je sais pas si vous avez trouvé ça drôle, mais c'est que finalement 8%, c'est ce qu'on attendait il y a encore quelques semaines. C'est très intéressant, en effet, parce qu'à 8,1%, en effet, qu'est-ce qui pourrait inquiéter dans ce chiffre de croissance du PIB chinois? On a bien un ralentissement d'une année sur l'autre et d'un trimestre sur l'autre, et les attentes du consensus étaient pour une croissance de 8,5%. Certains étaient à 7,5%. D'autres, en début d'année, avaient 9%, avaient revu leurs chiffres considérablement à la baisse au vu des chiffres de janvier-février qui n'étaient pas très bons. Et dans les derniers jours, tout d'un coup, il y a eu un élan d'enthousiasme, d'optimisme, en espérant que les chiffres seraient bons. Peut-être parce qu'on a vu des chiffres de croissance des prêts au mois de mars, il y a 2-3 jours, qui ont été très très forts. Et les gens se sont dit que ça allait se transmettre immédiatement dans une croissance plus forte du PIB. Mais là, je pense que c'était une exagération. Les choses vont vite en Chine, mais pas à ce point-là. Alors, je pense ce qui est très intéressant aussi derrière ce chiffre, c'est de savoir si l'économie chinoise s'est comportée en tendance de manière conforme ou non aux attentes, même si on était en dessous du consensus. Et à mon sens, ça semble pas être le cas. On observe une économie qui est progressivement tirée davantage par la consommation et l'investissement des entreprises. Les ventes de détail ont progressé de 15,2%. La valeur ajoutée industrielle a progressé de 12%. Les investissements des entreprises ont cru de 25% d'une année sur l'autre. Ce dernier chiffre est à mettre dans un contexte de croissance des actifs fixes de 21%. Donc on voit donc que la croissance des investissements d'infrastructures et des mobiliers résidentiels ont ralenti de manière notable. Et ça ne peut pas constituer une surprise. Mais c'est assumé. Enfin, c'était même... c'est ça. Le rythme de leur ralentissement est peut-être un peu plus marqué qu'attendu. On crée une bulle, donc on a tout fait pour que ça se calme là-bas, quoi. Tout à fait. Et je pense que cette évolution pour les infrastructures et l'immobilier résidentiel est tout à fait bienvenue. Pourquoi dans la mesure où ça, d'une certaine manière, oblige l'économie chinoise à se rééquilibrer vers davantage de consommation et davantage d'investissement des entreprises. Et ça peut se faire par une plus forte croissance des prêts qui est à nouveau encouragée par les autorités. Donc tout ça, en tendance, si vous voulez, me semble tout à fait conforme aux attentes. Les rythmes sont peut-être un petit peu différents, mais premièrement, on n'a pas vu un effondrement de la croissance. On croyait jamais aux chiffres de 7,5% que certains avançaient. Et on voit une consommation des ménages qui reste très très forte. Pour vous donner une idée de ce qui soutient cette croissance des ménages, les salaires, les revenus des ménages urbains en termes réels, donc après inflation, ont cru de 9,8% et ceux des ménages ruraux de 12,8%. À ce stade, avec une économie qui continue à croître à 8%, des investissements industriels qui restent très soutenus, qui traduisent donc la continuation d'un certain optimisme, c'est le moins qu'on puisse dire, on ne voit pas de baisse, de ralentissement de la croissance nominale des revenus, et avec des pressions inflationnistes qui restent très modérées, ça veut dire que les ménages vont continuer à s'enrichir de manière très rapide. D'un trimestre sur l'autre, le pouvoir d'achat augmente. Donc la consommation devrait rester très très forte. Ce qui nous fait dire que la croissance chinoise pour 2012 devrait rester de l'ordre de 8,5%. Après, ça peut être bien évidemment 8,7 ou 8,3, mais on ne voit pas de ralentissement en dessous des 8%. On voit bien dans votre discours, il y a franchement pas d'inquiétude d'un atterrissage qui serait pas, autre chose et autrement qu'en douceur. Et on pourrait l'appliquer à d'autres territoires. Le Brésil qui a eu longtemps des soucis d'inflation, qui a eu des problèmes aussi avec sa monnaie, qui s'appréciait trop contre le dollar. Finalement, ces pays ont des problématiques souvent très différentes des nôtres, voire à l'opposé, en tout cas de l'Europe continentale, mais contrairement à nous, ils ont les moyens, là, ils ont les réserves, quoi. Tout à fait. Alors, j'aimerais être absolument... Alors, on a les chiffres du Michigan qui sont tombés, donc c'est quand même d'importance forte, donc on regarde ça, alors qu'il n'y a pas eu de gros mouvements, et plutôt un mouvement de reprise haussière. Ils sont à 76,4, et donc il tombe à 75,7, donc c'est moins bon que les attentes. Par contre l'indice CPI
Et Core CPI est tombé conforme aux... pardon, non, c'est tout. Donc l'indice du Michigan, 75,7. Et les prévisions d'inflation, elles sont à 3,4%. Les chiffres précédents étaient à 3,9%. Les chiffres précédents ont été revus en hausse par rapport au sentiment des consommateurs du Michigan. Donc c'est des nouvelles mitigées. Ça ne va pas avoir de gros impact puisqu'on est quand même assez proche des attentes dans l'ensemble. Si on regarde du côté des marchés actions, on va aller voir comment ça a été interprété. Avec ici un CAC 40. En M1, on voit que ça bouge assez peu, il n'y a pas de gros mouvement. Ici, le S&P, interprété de manière neutre également. Le DAX, voilà, très peu de mouvement. Et le Dow Jones non plus. Donc pas de vraie variation. Sur l'euro-dollar, ça bouge très peu. Toujours pression de fond vendeuse et peu de mouvement là à court terme. Donc on va voir. Il nous reste encore du temps. Ben Bernard qui part ce soir à 19h. Je ne sais pas si on sera encore ensemble, ça dépend du mouvement du marché. Bon, en tout cas, la journée est loin d'être finie. Il y a des mouvements, c'est intéressant. Du côté des marchés actions, ça bouge bien aujourd'hui. Il y a de la nouvelle qui tombe à droite à gauche. Il y a l'attention par rapport à l'Europe. On a moins 72% sur le CAC. Donc dans l'ensemble, c'est quand même une journée assez intéressante. Et il peut encore se passer des choses. Donc, si on regarde du côté de MarketWatch, donc des nouvelles américaines, donc les acheteurs... Alors, les marchés actions, step off de Mosley, Hawker. Donc le gros chiffre et la grosse information qui fait baisser les marchés aujourd'hui, c'est le ralentissement économique de la Chine et les prévisions de croissance et de la croissance qui est moins bonne qu'attendue et qui baisse par rapport aux prévisions. Google, JP Morgan Chase and Wells Fargo, all trade lower following financial results. Donc il y a aussi les publications de résultats d'entreprises aux États-Unis. Are no tops in the hunt of yield for many companies. The dividends that pay generate more income than the debt does. Diamonds reason to smile. Google net so. Donc voilà les résultats de Google en progression de 61%. Et donc 6% de progression pour les revenus de JP Morgan. Donc dans l'ensemble, c'est quand même des bons chiffres pour les entreprises américaines, mais ça ne suffit pas. Le ralentissement économique en Chine inquiète quand même les investisseurs et les marchés pour le moment. Toujours très bas sur l'eurodoll. Alors, toujours à la recherche d'informations. Alors, Phil nous donne un lien, on va aller regarder ça. Merci Phil. Vendredi noir, Nicolas Chiron pense que c'est bien possible. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Puisque on a réussi. Merci. Alors, Phil qui laisse un autre lien ici. C'était sur. Alors, Marc Fiorentino aujourd'hui, donc on l'écoute. C'était ce matin. Marc Fiorentino, micro de BFM. Marc Fiorentino, monfinancier.com. Bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. C'est vrai que sans doute avec le départ de Rick Santorum, la campagne électorale américaine a véritablement commencé, Marc. Vous l'avez dit, avec l'abandon du challenger Rick Santorum cette semaine, l'abandon imminent d'un Newt Gingrich plombé par les sondages et le manque de moyens. Mitt Romney, répétons-le, est assuré d'être le candidat républicain. La campagne américaine a pris cette semaine un tournant décisif. L'affrontement direct entre Romney et Obama a démarré. On peut tout de suite annoncer que le ton de la campagne sera extrêmement violent. Il faut rappeler que Mitt Romney est le spécialiste des campagnes de publicité négatives sur ses adversaires et qu'il ne va pas prendre de gants avec son adversaire démocrate, surtout qu'il est pour l'instant très loin dans les sondages. Alors, premier thème d'affrontement, Marc, les impôts sur les millionnaires. Alors, il n'y a pas qu'en France qu'on veut taxer ceux qui gagnent plus d'1 million, mais en France, on veut confisquer 75% de leurs revenus, soit de fait 90%. Aux États-Unis, Obama essaye d'imposer un taux minimum de 30%, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors cet impôt, rappelons-le, on l'appelle la Buffett Rule, la règle Buffett, du nom du célèbre gérant de fonds américain, ce Fayot, qui s'est dénoncé en disant qu'il payait moins d'impôts en pourcentage que sa secrétaire. C'était votre héros il n'y a pas si longtemps. Et a demandé à payer plus. Bien évidemment, Mitt Romney ne veut pas de cette taxe, car aux États-Unis, le candidat des Républicains ne cherche pas à faire croire qu'il est le candidat du peuple. Il cherche à ce stade de la campagne à être le candidat des riches. Et c'est en plus lui-même d'ailleurs, un homme d'affaires au cœur du capital investissement, très successful, Mitt Romney, donc il pourrait être en plus concerné au premier chef. C'est bon pour son image, ça, justement ?
Alors on n'est pas en France, hein. Être riche aux États-Unis, c'est un signe de réussite et pas la voie directe vers une exécution à la guillotine ordonnée par le camarade Robespierre Mélenchon. Et aux États-Unis, à ce stade de la campagne, on ne cherche pas des voix, on cherche de l'argent, beaucoup d'argent pour financer la campagne. Cette campagne, rappelons-le, sera la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. On parle d'un budget pour chaque candidat supérieur à 1 milliard de dollars. Alors défendre les millionnaires, c'est s'assurer un financement facile de la campagne. Et aux États-Unis, avoir le plus gros budget de campagne, c'est un atout considérable. Romney, le challenger, pour l'instant sa priorité c'est l'argent. S'il réussit son coup, il pourra bombarder le pays de publicité négative sur Obama. Cette campagne va être virile, brutale, sanglante. Merci Marc Ferrantino, monfinancier.com. Voilà donc ce qu'on peut écouter, mais ça c'était par rapport à la campagne aux États-Unis. Alors que là, eh bien, sur l'eurodoll, on a une belle pression vendeuse. C'est bien, ça continue dans notre sens, donc on engrange des profits. On est en train d'essayer de casser la zone de 61,8%, donc on verra ce qu'il en est, si ça se passe bien. On a pour le moment suivi tout le mouvement de baisse, depuis les plus hauts de la bougie jusqu'au plus bas. Donc aucune raison de paniquer ou de couper quoi que ce soit. Pour le moment on laisse courir, il est 16h02, il peut rester encore du potentiel pour la baisse. Donc chaque pips de plus gagné est à chaque fois de plus en plus important, puisqu'on a de nouvelles positions qui s'ouvrent à chaque fois. Là pareil, hein, si on corrige, eh bien, ce sera l'occasion de prendre une nouvelle position à la vente. Alors un scénario qui pourrait être mauvais serait de corriger fortement la baisse du jour. Et donc à ce moment-là, ben, on se retournerait, et vu que notre point d'entrée est de plus en plus moyen, donc notre PRU est de plus en plus bas à cause de la pyramide, eh bien on peut vite retomber à zéro en fait. Mais c'est pas un problème. En revanche, si on poursuit le mouvement, on peut être très largement profitable. Donc on continue comme ça. Le lien, mais c'est pas ce qui m'intéresse personnellement. Non, ça on l'avait vu. Je demande toujours à propos de la dette française. Hein. On écoute TV La Côte Bleue. Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Au centre de la préoccupation des marchés, on va parler de la dette de la zone euro, d'autant que le 16 avril prochain sera lancé par l'Allemagne un contrat sur la dette française. Alors, il y avait déjà un contrat il y a une dizaine d'années sur le Matif, sur la dette française. Depuis, c'était plutôt du gré à gré. Dites-nous, Isor, de quoi s'agit-il exactement? Alors en effet, comme vous l'avez dit, la date fatidique, c'est le 16 avril prochain et Eurex, qui est le marché des dérivés à Francfort, va lancer, avec l'autorisation de l'AFT, qui est l'agence française du Trésor, c'est quand même bien le souligner, qui a l'accord des autorités françaises, va lancer un contrat à terme sur les OAT françaises, c'est-à-dire sur la dette française. Alors, les avis sont plutôt partagés sur ce produit, parce que c'est vrai que normalement, c'est un outil de couverture, mais ça risque bien de devenir un outil de spéculation. Alors justement, ce point est sensible au cœur de la campagne électorale française. Alors est-ce que c'est un hasard du calendrier? Un hasard du calendrier, ça, on ne peut pas tellement le dire, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'étant donné que ce produit est commercialisé en Allemagne et fait en Allemagne, eh bien, les hommes politiques ne pourront pas lutter contre, même si c'est un outil de spéculation. Oui, alors il faut dire qu'il existe déjà des produits sur la dette allemande et sur la dette italienne. Mais on fera le point dans quelques mois pour savoir effectivement si ce contrat fait toujours parler de lui. Au niveau des valeurs, c'est le début des annonces des résultats aux États-Unis. Alors, comme vous l'avez dit, c'est le début, donc pour l'instant, on ne va pas pouvoir faire de bilan. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que celui qui a ouvert le bal, celui qui est souvent très attendu, c'est Alcoa, qui est le géant de l'aluminium. Et il a publié, contre toute attente, un bénéfice trimestriel. Donc ça, c'est un signal plutôt encourageant. Merci Isor. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Voilà donc le point.
Dette française, le marché financier se prépare. Encore ce dossier qui est repris à plusieurs reprises alors qu'on continue de baisser sur Rodol, donc c'est excellent pour nous. Je combattrai avec détermination tout mouvement spéculatif sur la dette française. La déclaration est signée Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, qui monte au créneau alors que la politique autour d'un nouveau contrat à terme sur la dette française enfle. Ce produit débarque lundi sur Eurex, la bourse allemande des dérivés. Certains partis politiques français y voient une nouvelle arme de la finance contre la France et de son côté, l'autorité des marchés financiers tente de dédramatiser. Antoine-Marie Gaudry. Un produit banalisé comme un autre, précise Jean-Pierre Jouyet, le patron de l'AMF. De tels contrats à terme sur les dettes souveraines existent en Italie, existent également en Allemagne et aux États-Unis. Ça apporte de la liquidité au marché et ça reste un produit beaucoup moins volatile que beaucoup d'autres. Également mieux surveillé. Son utilité est simple, c'est une option, c'est-à-dire qu'on achète de ces Eurex pour se protéger à un certain terme contre des variations de cours, en l'occurrence des taux d'intérêt de la dette française, et pour couvrir ses positions quand on a des produits de dette pure, donc théoriquement au plus près des évolutions réelles. On est loin des produits d'assurance, des dérivés complexes. On est dans du pur produit de couverture. L'équivalent le plus parlant, ce serait le Matif CAC 40 qu'on donne tous les matins à partir de 8h. Il permet d'anticiper les évolutions à venir du CAC. Il a ses propres évolutions, mais reste profondément corrélé aux produits réels et permet un meilleur suivi, de meilleures anticipations avec, c'est vrai, des paris de tendance à prendre à l'échéance de ces options. Voilà donc ce point. Une petite phase de correction, ce sera bientôt l'occasion de rentrer de nouveau peut-être. C'est peut-être un peu tôt, mais... allez, je prends un short sur $, de nouveau. À propos de long terme, là, on a une question concernant les étudiants d'Agathe. Existe-t-il des clubs d'investissement étudiantins en France? Oui. Un phénomène qui se développe en Suisse. Oui. Alors, il y a des clubs d'investissement à HEC, à l'ESSEC, à l'ISEG. Il y a pas mal de clubs d'investissement qui nous contactent. Et c'est vraiment là où on voit le renouveau en se disant qu'effectivement, les jeunes générations ont conscience ont moins peut-être d'a priori que tout le monde sur la bourse. Vous trouvez en fait la génération Y est moins... Voilà, a moins d'a priori sur la bourse, voit moins l'argent gagné comme quelque chose d'obligatoirement négatif, mais parce qu'ils ont un problème de financement. C'est surtout ça. Alors, le petit laïus là-dessus, où il faut faire très attention, c'est sur cette volonté de rapidité. C'est-à-dire que c'est une génération qui est tout dans la rapidité. Donc, il arrive, moi, d'avoir des clubs qui me disent... Voilà, alors j'ouvre un club aujourd'hui. Un club, c'est pour une durée de 10 ans. Normalement, on peut en sortir avant. Mais j'ouvre un club aujourd'hui. Comment je vais retirer mes bénéfices l'année prochaine? Alors là, je dois gentiment leur expliquer que l'année prochaine, ils n'auront pas doublé leur portefeuille. Sinon, c'est qu'ils seraient sur des valeurs très à risque et que la prise de risque serait importante. Donc ça c'est ça la bourse aussi, Bertrand. C'est le court terme, cette logique exactement. Quand même de... Ce que j'allais dire aussi en complément de ce que dit Véronique, c'est qu'avant peut-être d'aller sur les marchés, il y a des outils qui existent aujourd'hui sur Internet. Et je pense que cette génération y est très sensible. On peut se créer un portefeuille virtuel, on peut se créer une liste de valeurs préférées, on peut suivre ses investissements boursiers sur les téléphones mobiles. Tout ça, aujourd'hui, on le propose. Mais je pense qu'avant d'aller directement sur les marchés, il faut se faire une phase d'apprentissage. Et à partir de là, on voit comment on se comporte parce que l'investisseur, il n'est pas le même quand on est là autour d'une table et qu'on parle des investissements boursiers que quand il est devant son écran et que le marché est ouvert et qu'il doit passer ses ordres. Parce que c'est là qu'on bloque. Jean-Marc, ça c'est un problème qu'ont les professionnels aussi de l'information. Trop d'informations finalement. Comment on fait le tri? Comment est-ce qu'on trie ce bruit qui nous arrive en permanence entre les Twitter, les Facebook, les dépêches, tous les sites d'information? Il faudrait d'abord que l'information elle arrive de l'entreprise et de la direction de l'entreprise. Elle n'arrive pas assez, vous dites, ils ne jouent pas assez le jeu. Si, parce qu'en fait ils ont fait énormément de progrès et puis ça a quand même été fortement contrôlé, régulé. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cas qui sont à la limite du scandale et qui ont terni beaucoup l'image de marque des entreprises cotées, notamment dans certains établissements financiers. Voilà. Mais c'est compliqué, Et puis il faut aussi se mettre à la place de l'actionnaire. Enfin, on est tous des épargnants et c'est le fruit de notre travail. Donc il faut pas. On ne peut pas jouer avec. Je comprends que les gens ne veuillent pas jouer avec, je comprends qu'ils ne veuillent pas prendre trop de risques, je comprends.
Moi, je crois que ce qu'il faut, ce que je leur conseille hein, quand on me demande, c'est d'en mettre une partie sans risque et une partie risquée. Hein. Ouais. Ça fait partie des bonnes règles. Voilà. De la même façon, en fait, tout le monde n'a pas le même temps pour gérer son portefeuille. Non. Donc, vous avez des gens qui vont à la tranche 35-55 ans, qui sont soit en profession libérale, soit en direct, soit salariés, n'auront pas le temps de gérer. Et dans ces cas-là, ceux-là peuvent se reporter sur des professionnels qui gèrent. Mais ce qu'il est important, même pour ces gens-là, il est important de se former. On peut faire de la bourse en direct ou via des OPCVM, des trackers, des certificats, mais il est toujours important de garder sa capacité de jugement de ce que fait le professionnel en face. Donc, il est important de se former. Et on est dans une structure actuelle où il n'y a pas de formation quand on est au lycée sur le fonctionnement de la bourse, l'économie, la gestion d'un budget. On n'apprend pas à nos jeunes à gérer un budget. Et sur Internet, Bertrand, il y a plus de formations. Vous, les courtiers, vous faites des efforts de pédagogie? Oui, tout à fait. Ça, c'est notre règle d'or. Puisqu'on parlait des règles d'or de l'investisseur, les règles d'or du courtier, c'est d'accompagner les clients, les investisseurs, et leur expliquer ce qu'il faut faire. Et puis, et parfois, de ne pas faire. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, de ne pas faire. Hein. C'est vraiment apprendre à se connaître avant de connaître ses investissements et puis sa capacité à prendre du recul parfois. Ce qui m'étonne, mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, moi, je n'ai pas la typologie des gens qui jouent en ligne et qui accèdent à la bourse via les sites internet ou les banques en ligne. Mais je comprends qu'un jeune qui sort de l'école soit assez prudent sur l'investissement de son épargne. Vous le disiez très justement, il doit d'abord rembourser son prêt étudiant quand il en a pris un, et ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Mais il doit aussi préparer son avenir, préparer sa retraite, parce qu'il sait très bien que ses parents ont galéré, qu'il n'y a pas forcément d'argent dans la famille et que les systèmes de retraite sont fragiles. Donc je comprends cette prudence. La prudence que je ne comprends pas, c'est celle des seniors aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui sont en retraite, qui ont des retraites très confortables, parce que les systèmes de retraite sont fragilisés pour les générations qui viennent, mais pour les générations actuelles, ils ne sont pas fragiles. Les retraites sont sécurisées. Ils ont payé tout ce qu'il fallait payer comme équipement. Ils sont parfois, le plus souvent, pour la moitié d'entre eux, propriétaires de leur logement principal. Ils ont des livrets à droite à gauche. C'est eux qui devraient prendre des risques en bourse, parce qu'en fait, leur horizon, leur espérance de vie est relativement courte. Donc, s'ils se cassent la figure dans 10 ou 15 ans, mais ça n'a rien, peu importe. Ils se disent qu'ils seront dépendants, voilà. Et qu'il faudra payer une maison de retraite. Je ne comprends pas que les seniors ne puissent pas... Alors que, en fait, quand vous vous baladez dans un casino sur les machines à sous, vous avez quand même beaucoup plus de seniors à jouer sur les machines à sous et sur les tables hein, que de jeunes starters. C'est un bon point, franchement, ça, pour le marketing. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends pas que les seniors... Alors, je ne sais pas ce que font les clubs d'investissement seniors. Il y en a beaucoup de clubs d'investissement seniors. Hein. Moi, je suis allé en visiter quelques-uns. Ils sont quand même d'une prudence de sioux. C'est pour investir sur un liquide. Je pense à mes petits-enfants, ils auront du mal et je mets mon damar, quoi. Bon, donc, mais on s'en sort pas avec ça. Non, je pense qu'effectivement, alors nous, dans les clubs d'investissement, ils sont généralement, ils connaissent, les actionnaires qui sont dans les clubs d'investissement connaissent mieux les produits financiers parce qu'au bout d'un moment, ils apprennent les uns des autres. Ils suivent mieux le marché parce que quand on est 20 et que chacun, si on fait des groupes de 2, chacun suit 2 valeurs, ben, ça fait un nombre conséquent de valeurs suivies pour le club et aussi pour son portefeuille personnel. Donc ça, c'est important. Et généralement, ils prennent un peu plus de risques. Ils sont moins sensibles au risque. Alors que l'actionnaire individuel va avoir tendance tout seul à avoir un petit peu peur du risque et avoir... Alors, il y a une corrélation aussi forte, il ne faut pas se le cacher, entre les différents produits financiers traités et le cours du CAC. C'est-à-dire que quand le cours du CAC va très bien, pendant 2 ans, ça monte... On cherche d'autres produits que le produit action, on cherche d'autres choses. Alors, pardonnez-moi, mais le club d'investissement, c'est une forme de mutualisation aussi. Il y a des différences. Mutualisation de risque. Donc vous mutualisez le risque. Moi, je conseille toujours à mutualiser au sein d'une famille. C'est-à-dire un très bon sujet de conversation. Non, c'est un sujet d'engueulade, ça. Oui, peut-être. Ah non, mais les clubs qui fonctionnent bien sont les clubs qui ont 2 objectifs. Vous aimez le golf et vous aimez la bourse, vous faites un club golf ou bourse. C'est pas mal. Comme ça, on a toujours un sujet qui réconcilie. Toujours un sujet sympathique. Bon, ça c'était un point de Before Bank. Alors, donc ça c'était ok. Tu fais combien de profits, Fab? Evan, encore une fois, hein, va regarder mes résultats dans la partie suivi des résultats, le bandeau gris, tu cliques dessus au-dessus du cadre de diffusion de l'émission, tu as les positions ouvertes et les profits en direct, donc n'hésite pas à aller à regarder ça. Mais sinon, ouais, là actuellement j'ai 4,15 € de profit sur l'ensemble des positions ouvertes
Et si on prend simplement les positions intraday, donc on exclut l'or qui est par exemple de 11,21 €, on est donc à 15 € de profit, donc à 1% de profit par rapport au capital. Et là on a une petite phase de correction, donc on revient sur nos pas, et si on corrige plus, on pourra reprendre position à la vente, donc on verra ce qu'il en est. 16h16 ici. Bébé qui dit c'est pas con de monter une équipe avec des groupes socialisés par action au marché. Les économistes pensent que l'élection du président des États-Unis aura un impact mondial. Perso, je suis d'accord. Support Weekly. Alors, je ne sais pas Genesis, les Support Weekly, je n'utilise pas. Moi, je regarde les graphiques en journalier, horaire et M5. Et donc, en graphe journalier, pour moi, la prochaine zone de support importante serait entre 1.30 et 1.2970. En H1, on a cassé la zone 61.8. Je vois plus de zone de support majeure en fait avant les précédents plus bas qui avaient été marqués le 8 avril dernier à 1.3033. Donc pour moi, on pourrait avoir une phase d'accélération baissière ici. Donc je suis toujours confiant et je continue à laisser courir mes positions à la vente actuellement. Voilà. Alors sur l'or, ça corrige aussi. On est sous le point pivot. Bon, pas de gros mouvement non plus. Aujourd'hui, on est sur une petite journée de baisse et on est toujours proche de notre point d'entrée. Donc pour la position moyen terme, pas de problème. Alors il y avait Paul Jorion qui parlait, alors des fois ça parle directement des marchés, ça peut être intéressant. On va écouter ce qu'avait à dire Paul Jorion alors que le mouvement de baisse sur Eurodol continue. Donc ça se passe vraiment bien pour nos positions pour le moment. Pourvu que ça dure alors qu'on est désormais sur une belle bougie de baisse sur Eurodol et que ça peut encore accélérer. En tout cas la pression est clairement dans notre sens et il n'y a pas de signe d'affaiblissement, pas de zone de support importante. Bonjour, on est vendredi 13 avril 2012 et donc c'est un vendredi 13, faites très attention quand vous traversez la rue. Non, je plaisante. Même l'autre jour, Adriana était en train de faire quelque chose, ça paraissait bizarre, je lui ai posé une question, elle m'a dit non, ne m'interromps surtout pas, et je t'expliquerai. Alors après elle m'a expliqué, elle m'a dit il fallait pas m'interrompre, il fallait que je fasse ça jusqu'au bout, c'est une superstition, c'est très important. Je dis, ah bon, une superstition, c'est beaucoup plus important que quelque chose de rationnel. Alors oui, une superstition, attention, ça, il faut prendre ça au sérieux. En fait, c'est une coutume, c'est une coutume, et il faut les faire, les coutumes. Alors, aujourd'hui, on parle de choses très très sérieuses, effectivement. Vous avez vu ce qui se passe en Chine. Alors, si vous n'avez pas suivi ça, je vous l'explique. Il y a un monsieur qui s'appelle Bo Xilai. Et il a été ministre du commerce en Chine, au niveau de la République populaire, mais il est surtout un personnage très très influent dans sa province ville de Chongqing. Et il a la particularité d'être un néo-maoïste. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les opéras de l'époque de la révolution culturelle, avec les drapeaux, tout ça, le kitsch, le réalisme soviétique, comme on appelait ça à une époque. L'art académique prolétarien. Et il n'y a pas que l'art qu'il aime, il aime bien les chansons et tout ça. Enfin, c'est un néo-maoïste. Son père a fait partie des gens qui ont été des victimes de la révolution culturelle. Lui-même avait dénoncé son père à cette époque-là. Et quand on a appris le limogeage de Bo Xilai, on a mentionné d'ailleurs cela à un moment donné. On a dit oui, il y a des gens qui ne lui ont jamais pardonné la manière dont il s'est conduit vis-à-vis de son propre père. Et voilà, alors bon, il a été limogé à la fin du mois de mars, et on attribuait ça à des querelles à l'intérieur du parti communiste entre les fils de princes, comme on les appelle, les gens dont les parents ont été très liés au régime marxiste-léniniste maoïste, et puis je dirais les gens plus ouverts vers le marché, les modernistes chinois. Et puis il y a une rumeur qui a commencé à courir. Et c'est lié à la chose suivante, c'est que, je crois que c'était au mois de février. Au mois de février, le chef de la police de Chongqing s'est rendu au consulat américain pour expliquer des choses. Et à partir de cela, il y a eu une série d'événements qui ont conduit justement au limogeage de Bo Xilai.
Et on a cru qu'il s'agissait donc de questions de politique intérieure chinoise, de lutte de clans à l'intérieur de la succession qui va avoir lieu au mois d'août, quand on remplacera les dignitaires, on remplacera une génération de dignitaires par une autre. Ça se fait tous les 10 ans en Chine. Et puis il y a eu un article du Wall Street Journal, c'était, je sais pas, il y a une quinzaine de jours, qui a expliqué que la raison pour laquelle ce chef de la police s'était rendu au consulat des États-Unis, plutôt que de s'adresser aux autorités de son pays, c'est qu'il ne pouvait pas. Le chef de sa province, c'était M. Chongqing, et M. Chongqing, indirectement, était la personne qui était impliquée. Donc il fallait en parler à quelqu'un d'autre. Les Américains ont recommandé à ce chef de police de Chongqing de s'adresser à ses autorités locales, et ça a abouti à l'arrestation il y a quelques jours de madame, la femme de Bo Xilai, qui s'appelle Gu Kailai, qui est une avocate, femme d'affaires, qui est connue. Elle a écrit un livre autobiographique sur la manière dont elle avait gagné un procès aux États-Unis au nom d'entreprises chinoises. Et ce que le Wall Street Journal racontait, c'était que, en fait, le chef de la police de Chongqing s'était rendu au consulat des États-Unis pour expliquer que Madame Gu Kailai était responsable d'un meurtre. Qu'un homme d'affaires, britannique, qui s'appelle Neil Haywood, a été assassiné sur les ordres de Madame Gu Kailai. C'est un monsieur qui était là dans les allées du pouvoir en Chine, non seulement à Chongqing, mais aussi à Pékin, où il facilitait les rapports entre les entreprises étrangères avec le gouvernement chinois. Et il s'est rendu à Chongqing en février. Et on l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, et son cadavre a été rapidement éliminé. Il a été aussitôt envoyé au four crématoire. Il y a eu un examen très rapide qui a déterminé qu'il était mort d'une intoxication à l'alcool. Et ça faisait un peu désordre, tout ça, cette élimination rapide du cadavre, le fait qu'il était mort d'une intoxication, d'avoir trop bu d'alcool, alors que ses amis ont tous dit que c'était sinon quelqu'un qui s'abstenait entièrement de boire de l'alcool, du moins quelqu'un qui n'en buvait que des quantités extrêmement minimes, d'après ce qu'on avait pu voir. Et donc, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est donc la chose suivante, c'est donc ce chef de la police s'est rendu à l'ambassade, au consulat américain, pour expliquer que Mme Gu Kailai était responsable du meurtre de cette personne. Et alors l'histoire donc est très très intéressante. Bon, apparemment son mari a voulu couvrir ça, et c'est une des raisons, c'est la raison principale apparemment pour laquelle de sa disgrâce. Il y a des gens sûrement qui n'aiment pas la manière dont il mène ses affaires, il y a sûrement des gens qui n'aiment pas son style néo-maoïste, etc. Mais la raison, c'est apparemment le fait qu'il a voulu couvrir un assassinat commis par son épouse. Alors c'est intéressant parce que ça montre qu'on cherche parfois midi à 14h, que l'explication la plus plausible n'est pas nécessairement la bonne. Alors il y a une autre affaire qui s'est un petit peu dénouée, qui est hier aussi, c'est l'affaire de M. Sergei Alenikhov. Elle s'est dénouée dans la mesure où la cour d'appel américaine, qui avait décidé de sa relaxe, de le faire sortir de prison après un an de présence là et une peine de 8 ans, pour vol de logiciel, que la Cour avait annoncé. Elle l'avait libéré, il y a, je sais pas, c'était il y a un mois ou quelque chose comme ça, 6 semaines. Et on avait annoncé que les raisons pour lesquelles on le libérait seraient annoncées. Et elles ont été annoncées hier. Et on peut lire la déclaration de la Cour d'appel sur la raison de la relaxe de M. Sergei Alenikhov. Alors là aussi, il faut d'abord expliquer un peu de quoi il s'agit. J'ai consacré pas mal de billets au moment de son arrestation en 2010. Et à cette affaire-là, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier livre, le dernier paru, qui est le capitalisme à l'agonie, publié l'année dernière, en 2011. J'ai parlé de cette affaire-là. Et la chose, c'était la suivante, c'est que c'est donc quelqu'un qui écrit du code pour la compagnie Goldman Sachs, du code lié à du high frequency trading, c'est-à-dire donc ce trading à très grande vitesse qui est fait par des automates, par des robots,
et dont on ne peut pas voir, nous, être humains, parce que ça fait de l'ordre de 4000, parfois plus, opérations à la seconde. On ne peut pas regarder ça et puis comprendre ce qui se passe, parce que ça va trop vite. Si on veut regarder, il faut le regarder après, quand les machines sont éteintes. Et que donc, il était parti de Goldman Sachs pour aller travailler dans une autre entreprise, et qu'il avait été arrêté dans des conditions assez rocambolesques, c'est-à-dire qu'on l'avait arrêté et on l'avait conduit devant un tribunal le 4 juillet 2010. Alors, c'était ça qui était très très bizarre, parce que le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Ça voulait dire que l'affaire paraissait suffisamment sérieuse pour qu'on ouvre un tribunal un jour de congé pour le juger. Et puis, bon, la déclaration du procureur avait aussi fait tilt, avait éveillé l'attention, parce que qu'est-ce qu'avait dit le procureur? Il avait dit qu'il s'agit d'un certain type de programme qui pourrait permettre de manipuler les marchés de manière déshonnête, malhonnête, il avait ajouté. Donc cet ajout qu'il avait fait en disant qu'on pouvait manipuler les marchés avec ce type de programme, ce type de code, mais qu'il ajoutait que dans ce cas-ci, il y avait un risque de le faire malhonnêtement, attire l'attention sur le fait qu'on savait au niveau des autorités que ce type de programmes peuvent être utilisés pour manipuler les marchés, et ça confirmait une rumeur qui est connue depuis la fin 2008, quand on a vu les marchés boursiers aux États-Unis remonter. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont développées sur le fait qu'il y avait trop de régularité, beaucoup trop de régularité dans la manière dont le marché remontait. Il y a des traders connus qui ont écrit sur leur blog qu'ils avaient l'impression qu'en face d'eux se trouvaient des intervenants sur les marchés qui semblaient disposer de moyens illimités. Et parmi les intervenants qui ont des moyens illimités, il y en a bien sûr qu'un seul aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale. Ce qui renforçait les soupçons que la Réserve fédérale intervient parfois pour soutenir les marchés, ce qui avait été indirectement confirmé par un directeur, un gouverneur de la banque fédérale, une banque fédérale régionale aux États-Unis, en disant qu'après tout, si la Réserve fédérale faisait ça, bon, il y aura peut-être quand même des justifications, etc. Ce qui avait paru en soi une justification du fait que, effectivement, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, fait parfois ce genre de choses. Et donc Alejnikov avait été arrêté dans ces conditions-là pour un vol de code. Bon, puis il avait été mis en prison, on l'avait condamné vite fait à 8 ans de prison, ce qui est quand même pas mal quand on sait combien de gens, combien de responsables de la finance américaine sont en prison en ce moment pour les choses qu'ils ont faites. Quand même, le mettre lui, c'est un des rares, quand même un des très très rares. En fait, bon, soyons honnêtes, c'est le seul qui était jamais ennuyé récemment pour les choses qu'il avait fait dans la finance. Alors qu'on le boucle pour 8 ans, ça paraissait quand même tout à fait curieux. Alors qu'est-ce qu'on se disait? On se disait, c'est un monsieur qui en sait beaucoup trop. Il sait beaucoup trop comment ça marche. Et on le met à l'abri des journalistes. Et puis tout à coup, là, c'était donc, je ne sais pas, il y a un mois, 6 semaines, il sort de prison parce qu'une cour d'appel décide de le libérer. Et alors on était curieux de voir pour quelle raison on le libère. Et puis alors là, ce sont des arguments purement juridiques, en disant que oui, il est accusé d'un vol, mais est-ce que ce qu'il a volé, est-ce que c'est vraiment bien matériel, est-ce que ce n'est pas une abstraction, etc. Bon, c'est du coupage de cheveux en 4 fondé sur de la jurisprudence, etc. Il est accusé par le espionnage, ça s'appelle comment? Electronic Espionage Act. Alors, est-ce que c'est bien à proprement parler de l'espionnage ce qu'il avait fait? Non, parce qu'il n'y a pas de frontières qui ont été traversées, etc., etc. Et là, on a l'impression que ces gars-là, eux, planent complètement. C'est-à-dire, eux sont ces gens de la cour d'appel, ils sont entièrement dans leur système juridique. Ils ne sont pas au courant du tout, apparemment, de la raison pour laquelle on a vraiment coffré ce gars et qu'on l'avait mis à l'abri des regards de manière expéditive. Et donc, voilà. Alors, là, ça pose quand même une question. Ces deux histoires posent une question. C'est que l'explication, quand elle apparaît, l'explication des comportements, l'explication qu'on avait donnée spontanément pour la disgrâce de M. le limogeage, M. Boxilai, l'explication qu'on avait donnée rapidement, non pas pour l'affaire Sergei Alejnikov, parce qu'on la connaît relativement bien, mais pour la raison pour laquelle il sort de prison brutalement. En fait, tout ça est beaucoup plus prosaïque. C'est pas
le problème, c'est que ce n'est pas l'explication la plus plausible qui est l'explication qui est la vraie. Et ça, c'est là-dessus que je voudrais quand même attirer l'attention. C'est que quand on connaît véritablement les faits, l'explication, en général, elle n'est pas aussi simple que celle qu'on aurait pu imaginer. Il y a un gars, il avait des ennemis dans la mafia corse, il avait des ennemis parmi les trucs, etc. Il est assassiné, et puis quand on trouve l'explication, c'était à propos d'un truc de clôture avec son voisin. C'est-à-dire que l'explication la moins plausible, parce qu'il avait 1 million d'ennemis, qu'il avait des raisons vraiment pressantes de se débarrasser de lui, et puis c'est un truc de voisinage avec la clôture, etc. C'est véritablement l'ange du bizarre chez Edgar Allan Poe, le grand poète, le grand écrivain américain. J'ai eu l'occasion récemment de parler du démon de la perversité, qui est un autre de ses contes. Et c'est un grand psychologue, hein, c'était vraiment un très grand psychologue. Et nous, on a la chance formidable quand on lit ça en français. En général, quand on lit les traductions, on n'a pas beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup du sens qui se perd, mais nous, on a la chance de lire Edgar Allan Poe dans les traductions qui ont été faites par Monsieur Charles Baudelaire, donc on a beaucoup de chance. Et donc, il a inventé, Edgar Allan Poe avait inventé aussi Dupin. Dupin, c'est le détective, c'est l'ancêtre, c'est le précurseur, bien sûr, de Sherlock Holmes. C'est l'investigateur rationnel. Là, une petite anecdote, c'est que moi, j'ai lu ces contes de Edgar Poe, et vous le savez sans doute, il y a des contes d'horreur, des histoires d'horreur qui sont parmi les contes les plus connus d'Edgar Poe. On a fait des films magnifiques à partir de ces contes d'horreur. Il y avait un monsieur qui s'appelle George Corman, qui était le mentor de Coppola, qui faisait des films à partir des histoires de Edgar Allan Poe. Et moi l'anecdote, c'est la suivante, c'est que quand j'ai 10 ans, on m'opère de l'appendicite, et je passe la nuit là, dans l'hôpital de Gembloux, c'est une petite ville à quelques dizaines de kilomètres de Bruxelles, et je suis dans cet hôpital déserté, et je ne peux pas dormir parce que j'ai mal. Et on m'a offert les contes d'Edgar Poe. Et là, dans la nuit, dans cet hôpital où je récupère d'une opération, je lis ces contes d'horreur, ces histoires d'horreur d'Edgar Allan Poe. Et en plus donc d'avoir mal dans mon ventre, j'ai des cheveux qui se dressent sur la tête. Alors voilà, pourquoi je vais vous raconter toute cette histoire, c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, quand on ne connaît pas véritablement quand on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé, on reconstruit une histoire rationnelle comme étant la chose la plus plausible. Et en général, on le sait, c'est de dire que si s'est passé ce truc très mystérieux, c'est sûrement parce qu'il y a des gens qui se sont réunis un jour et qui ont décidé de le faire de telle manière, parce que quand on le sait, on peut se réunir, décider de faire telle chose, et puis on est déterminé, et on le fait. Et ça arrive, bien sûr qu'il y a des complots, bien sûr qu'il y a des conspirations, bien sûr qu'il y a des gens qui sont assassinés parce qu'on s'est réunis un jour quelque part en décidant de le faire. Mais c'est pas toujours comme ça, Si ça se trouve, c'est vraiment Lee Harvey Oswald tout seul qui a assassiné John Kennedy. Si ça se trouve, c'est monsieur, c'est son nom, c'est Ray, je crois. Si ça se trouve, c'est bien lui tout seul qui a eu l'idée d'assassiner Martin Luther King, etc. Si ça se trouve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, quand on ne sait pas, il vaut mieux s'abstenir d'une explication parce qu'elle risque d'être entièrement à côté de la plaque. Et les deux histoires que j'ai racontées aujourd'hui, celle de Sergei Aleynikov, en tout cas pour l'explication qui a été donnée par la Cour d'appel américaine, et pour la première histoire, celle de M. Boxilai en Chine, la bonne explication, c'est pas la bonne. En général, il y a des structures. Au-dessus des hommes, il y a des structures, il y a des institutions qui décident de la manière dont les choses se passent. Et vous savez, quand moi j'explique ce qui se passe autour de la crise, en général, j'évite de penser à des sociétés secrètes ou à des machins comme ça. Je regarde d'abord où sont les structures qui décident de ce que font les gens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens malhonnêtes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude ici ou là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se réunissent un jour dans une cave. Mais ça veut dire qu'en général, les explications sont structurelles. Et récemment, sur le blog, vous avez pu le voir, il y a Zébu,
un contributeur important de papier sur notre blog, qui est venu avec une explication de type psychanalytique sur un certain nombre de choses qui sont passées. Il a utilisé ces notions, la topique freudienne, ce qu'on appelle la seconde topique freudienne, c'est-à-dire en termes de moi, de ça et de surmoi, pour expliquer un peu notre histoire. Et ce qu'il a expliqué, c'était en fait, c'est l'idée de la disparition du surmoi dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est quoi le surmoi chez Freud? C'est l'image intérieure. Bon, après ça part vraiment. Mais c'est intéressant, voilà ce qu'explique Paul Jorion. Donc, alors, complètement inutile. Toute amitié, bien sûr. Oui, je m'en fous, ça arrive, j'écoute tout le monde, donc il y a des avis qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins éclairés. Paul Jean, il dit, voilà, il donne ses avis sur plusieurs choses, etc. Il est invité parfois à des grands sommets économiques, donc c'est normal de l'écouter, je trouve. Il publie du contenu, donc moi je trouve ça tout à fait normal de l'écouter, même si on n'aime pas, etc. Alors, sur Rodolphe, c'est bien, ça continue la baisse. Donc on est largement positif. Hein. Désormais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions, donc 7 micro-lots ouverts. Et ben, on est largement positif. Donc pour l'instant, la pression est toujours largement vendeuse. On a suivi tout le mouvement, donc vraiment de manière optimale. On est sur une belle bougie baissière en journalier. Donc là, pour le moment, j'ai pas de raison de couper, hein, tant que la pression est là. Je laisse courir. Processeur 37, je vais pas non plus trop tarder à prendre mes bénéfices hein, derrière. Donc en tout cas, le profit est énorme, on est proche des 2%, donc c'est vraiment les journées parfaites ça. Et là, chaque pipe a une valeur très importante. C'est là le système de la pyramide qui prend tout son sens. Bah si, j'écoute ce qu'il dit. Hein. Alors, donc ça on avait vu. Là on a cassé ça. Donc on est à plus de 75% d'entracement à la dynamique haussière précédente. Une belle pression vendeuse hein, sur Eurodoll. Pour le moment, pas de raison de couper. Et je continue à suivre le 1.3049. Si on retrace le canal baissier, bah non, pas besoin. Donc on a, voilà, on pourrait avoir plutôt là par contre le support. Voilà le canal baissier dans lequel on évolue aujourd'hui, donc très pentu, hein, on ne pourra pas évoluer là-dedans indéfiniment, mais pour le moment il n'y a pas de raison de paniquer. Hein. Donc même nouvelle prise de position à la vente là sur cette petite phase de rebond. Alors il y a un moment où on sera piégé, hein, un moment où ça va corriger très certainement, mais pour l'instant vu qu'on n'a pas de signaux de faiblesse, que les vendeurs tiennent toujours clairement en main le marché, bah, autant continuer à prendre ces positions. Voilà. Comme on dit, on ramasse pas un couteau qui tombe. On marche dans le sens de la foule. 1.3083. Moi je vois pas de zone de support importante à ces niveaux. Donc pour moi on pourrait très bien continuer le mouvement jusqu'au précédent plus bas, 1.3032, qui avait été donc marqué le 8 avril dernier. Oh. Salut, ça va? Ouais, doucement, doucement. T'as vu l'euro-dollar sur quoi il s'est arrêté? Non, dis-moi, t'as un seuil toi? Ben, c'est toujours le FIBO, là, j'ai vu que vous en avez parlé hier, là. 1,31,96. Ah oui, pardon, à la hausse, toi tu parles. 1,30,87. Alors, attends, moi je crois que tu parlais à la baisse en fait. Donc à la hausse, on s'est arrêté sur... Ouais, voilà, c'est bon. Alors ouais, tu me dis, bah on est monté même plus haut que ça, parce qu'on est monté jusqu'à 32,12, c'est ça? Je m'en fous du plus haut, je te parle de seuil remarquable. Bah moi on est monté jusqu'à 32,12, donc pour moi c'est ça la résistance horizontale. Et toi pour toi c'est 1,31,96 le seuil important? Alors attends, je vais regarder 31,96.
Je crois que Louis Guy en a parlé hier avec Frag. Ouais, tout à fait, ils en ont parlé, ouais. Bah ouais, c'est la même zone, quoi. Après, là, les plus hauts, c'est 32-12, mais la zone, elle est là, oui. En effet, on a fait un beau rebond dans cette zone, là, on peut même parler 1.32, quoi. Et le niveau qui était en dessous, c'était un... C'est bien des niveaux remarquables, quoi. C'est pas des seuils. D'accord, ok. Donc, alors 2 secondes, je vais prendre du recul. Entre guillemets, c'est des seuils qui sont identifiés depuis le 7 mars. Hein. Ça fait longtemps, hein. Depuis le 7 mars, ils sont présents. Et 3087, t'as quoi à ces niveaux? C'est un Fibo H4 qui est placé. Un 3196, c'est 61. Un mouvement long, ça c'est sûr.